Oh, Superman. Oh, George. Oh, Mom and Dad. Mom and Dad. Un peu, de toute façon, quand un magicien fait des choses, s'il fait tout seul, tout le monde pense qu'il va tricher. Donc, je vais faire aussi des choses aux spectateurs. Et du coup, c'est bien que ça se passe entre moi et spectateurs, et parfois même entre spectateurs. Oui, il y a un échange, il y a une espèce de communion qui s'instaure. On goûte un vin. On raconte pas le spectacle, mais ça commence par s'échauffer, on va dire. C'est une sorte de spectacle un peu happening où les gens sont invités quelque part dans ce lieu qu'on a conçu exprès pour ça, donc chez nous. Et du coup, l'idée c'est de parler des cinq sens. Donc voilà, donc on fait une sorte de grande soirée expérience où on teste, quelque part on montre aussi aux spectateurs qu'est-ce qu'on peut faire avec nos sens. Souvent on sait qu'ils existent, mais parfois on oublie un peu leur utilité. Alors, racontez-nous votre parcours parce que c'est quand même de la magie. On peut appeler ça comme ça. Ce style de magie, on appelle ça souvent mentalisme ou magie mentale, mais c'est plus le terme exact, c'est mentalisme. Et moi, en fait, j'ai commencé le cirque quand j'avais 13 ans, dans 88. Et c'est mon cousin qui m'a appris à jongler. Donc, je suis allé après dans une école de cirque de loisirs où après, j'ai commencé comme acrobate, comme je faisais de la gymnastique à l'époque. Et après, donc, j'ai fait un numéro avec un ami, mais qui a arrêté le cirque. Donc, après, je suis allé faire de la magie avec des autres là-bas, et du coup c'est devenu un peu une passion. Donc j'ai fait ça pendant 7-8 ans, j'ai fait même un peu des concours en Finlande, en faisant de la magie, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Maxime Komaro, avec qui on a monté en 96 la compagnie Circo Aéreo. Mais on a fait plus des spectacles de jonglerie. Mais parfois il y avait des spectacles de magie, ou souvent il y avait des éléments de magie dans les spectacles. Mais à un moment, j'ai abandonné longuement la magie, parce que du coup je trouvais que c'est un milieu parfois un peu con, et c'est des gens en fait qui se trouvent entre eux, et du coup comme ils sont dans le secret, ils se pensent un peu qu'ils sont un peu supérieurs que les autres, et que du coup ça m'intéressait pas trop. Donc on a fait beaucoup de spectacles de jonglerie, et après c'est en 2009 en fait que le pôle cirque de Nexon, un PNAC en Limousin, qui m'avait commandé une pièce pour être jouée chez l'habitant. Et là j'ai décidé que je retourne sur la magie, et j'ai lu un grand livre, où c'est un 2 tomes, avant d'arrêter la magie, qui était sur le mentalisme. Et du coup, ça m'est resté dans la tête, et du coup, j'ai commencé par lire ces deux tomes. Et du coup, j'ai bifurqué dans le mentalisme. La magie, c'est vrai que si on regarde comment on devient magicien, c'est souvent en apprenant un tour qui se donne avec parcimonie, avec un grand secret derrière. Ça dépend aujourd'hui, par exemple, tout à l'heure YouTube, du coup maintenant sur YouTube on trouve beaucoup de choses. Donc il y a des gens en fait, et même parfois c'est un peu gênant pour nous parce que certaines choses sont dévoilées. Tu as des grands magiciens qui sont très connus en fait, il y a des gens qui dévoilent leur tour sur les sites internet et tout ça, mais après parfois je trouve ça bien aussi parce que du coup ça nous oblige à trouver d'autres choses pour continuer les choses. Mais du coup aujourd'hui aussi il y a beaucoup de magasins, donc on peut aller dans un magasin, on peut acheter des livres, maintenant aujourd'hui des DVD. Et quelque part, les DVD, parce que les livres sont un peu chers, parce que quelque part, on achète le secret. Donc souvent, en fait, on a ce secret qui vient avec. Après, je trouve qu'il est dommage avec des DVD, c'est que les gens, en fait, ils prennent souvent les tours en fait tels quels, donc ils vont pas mettre leurs pattes dedans. En fait, c'est parce que les paroles sont fournies. Et moi, du coup, j'ai toujours envie de trouver des choses en fait qui sont cohérentes dans l'ensemble, et du coup, et qui sont aussi, du coup, il y a une sorte de dramaturgie des tours, en fait, comment ça avance dans le spectacle, pour qu'on comprenne un peu comment ça peut fonctionner plus tard. Vos spectacles, vous les écrivez à l'avance comme un scénario de théâtre, comme un synopsis. Est-ce que vous faites des figurines pour vous représenter comment les gens vont réagir, comme on jouerait, non pas des jouets, mais disons, vous représentez comment va se passer, essayer d'anticiper un spectacle? Souvent pour moi ça commence par du coup quand j'ai une idée en fait de faire un nouveau spectacle. Souvent quand on tourne un spectacle à un moment en fait on a souvent dans une création on a des idées en fait qui rentrent pas dans le spectacle. Du coup finalement ils ont leur place par leur place. Et souvent il reste des idées où ça crée d'autres idées, des envies de faire de différents spectacles. Donc moi ça commence souvent par écrire un dossier. Donc je commence
d'écrire choses en fait que j'ai envie de travailler. Mais c'est souvent c'est une première ébauche. En fait, c'est juste un peu des thématiques. Et là, du coup, c'était l'histoire des sens, parce qu'on a cette expression que les sens nous trompent, mais qui n'est pas absolument pas vrai. Les sens sont complètement précis chez l'humain. En fait, c'est le cerveau qui nous trompe. Donc, en fait, je trouvais ça c'est un terrain de jeu intéressant pour mentalisme. Et après, du coup, je commence à après, il y a sûrement un an avant des travaux physiques, j'écris un dossier. Après, je rencontre des partenaires, futurs possibles partenaires, pour nous aider à créer le spectacle. Et je fais beaucoup de recherches, donc je achète des livres. Donc là, je vais dans comme la Cité de Sciences, il y a une exposition à Paris sur le cerveau. Donc je vais voir ce genre de choses pour trouver des choses intéressantes qui pourraient passer avec le spectacle. Et après, quand les travaux physiques commencent, en fait, j'ai une base en fait sur laquelle je vais commencer à travailler, mais je continue toujours à faire de la recherche. Je suis beaucoup à table, je suis beaucoup à l'écriture, et du coup c'est de trouver en fait les idées intéressantes et aussi du coup comment faire que ça. Parce que par exemple la différence entre mentalisme et magie, c'est qu'un magie en fait on fait un tour et qui est complètement impossible. Donc en fait il n'y a aucune explication. Donc en fait les gens assez rapidement ils pensent que de toute façon il y a un trucage quelque part. Et qu'un mentalisme on essaie de trouver par exemple des choses psychologiques, des espèces de pas des problèmes, mais des espèces de biais psychologiques en fait qui peuvent créer un trouble dans la tête. Donc on essaie de trouver ce genre de choses pour trouver un prétexte pour un tour. Donc j'essaie de trouver ça, et après c'est tout en construction, comme je disais tout à l'heure, de dramaturgie. En fait ça commence par des choses plus simples, du coup qui va dans des choses un peu plus compliquées. Et du coup là par exemple, d'abord c'est moi, après c'est plus entre les spectateurs, et à la fin du coup l'idée c'est que même les spectateurs arrivent à lire les pensées d'un autre spectateur. Donc, donc tout ça c'est une construction, et après entre-temps il y a aussi le travail technique, et du coup quand on a trouvé, souvent en fait plus compliqué c'est de trouver le tour qu'on a envie de faire, l'idée de tour, et après le deuxième point plus difficile c'est de trouver la méthode, comment y arriver. Après aujourd'hui la magie c'est comme une discipline qui existe depuis longtemps, donc il y a beaucoup de livres donc il y a des techniques donc en fait qui existent depuis très longtemps. Et ceux qui ne sont pas encore dévoilés sur Internet ou autre, et on utilise souvent ces techniques-là. Après, on trouve des techniques psychologiques, il y a de la suggestion pour suggérer au spectateur qu'est-ce qui peut être. Nous, quelque part, en mentalisme, on donne une sorte d'explication. Par exemple, c'est une sorte de mensonge dans le spectacle, donc tout le monde a envie de pouvoir savoir quand quelqu'un nous ment. Donc il y a des petites techniques pour trouver ça, et donc on essaie de trouver ça et tout concocter une chose en fait qui est plutôt plausible pour un spectateur. Quand un magicien sur scène, quand il ouvre la bouche, faut pas croire tout. Donc c'est quand même, pour moi c'est un exercice, une illusion théâtrale de quelque chose qui pourrait exister, mais comme je disais, on utilise vraiment des techniques de magie, de la psychologie, et après c'est de la suggestion, et il y a certains gens qui utilisent aussi des sortes de pseudo-hypnose de scène, mais que moi parfois on appelle la hypnose de scène. Du coup c'est pas tout à fait ce qui est vraiment une vraie hypnose, c'est des choses quelque part physiques qui fonctionnent chez l'humain et qui fait croire qu'il y a une hypnose qui s'est passée, mais tout ça, mais voilà, on utilise beaucoup de techniques, et même sur le même type de tour en fait dans ce spectacle, on peut être étonné combien de techniques sont exploitées pendant ce tour pour faire que tout marche. Donc voilà, mais tout ça c'est un travail assez long, donc souvent par exemple pour créer ce spectacle, physiquement on a mis quasiment un an. Parce que nous en fait, moi ce qui est important aussi c'est l'espace. Quand le public arrive dans un théâtre, du coup c'est un espace neutre, un espace sombre, noir, et qui est un atout parce qu'on peut y mettre n'importe quel spectacle qui est prévu pour, mais les publics entrent dans un espace neutre. Moi j'aime bien que le public entre dans un espace qui n'est pas neutre. Il ne se passe jamais la même chose à chaque soir. Oui, effectivement, voilà, les réactions des spectateurs, ce qu'ils pensent, tout ça, c'est différent. Il y a une histoire après le spectacle, en fait. Oui, c'est après, ce qui est souvent l'histoire qui est chouette, en fait, c'est la rencontre avec les spectateurs. C'est aussi le fait qu'on propose quelque chose à manger, les gens restent. Donc, ils viennent discuter, et par exemple, à un moment, quand les gens mangent quelque chose dans le noir, souvent, je pose la question, mais qu'est-ce que vous pensez qu'il y avait dedans ? Et du coup, les réponses sont complètement différentes. Et c'est étonnant, comme nous, par exemple, le goût, en fait, comme on dit que c'est indissociable de vue, en fait, et ça, on goûte des choses quasiment 80% par la vue. Et dès qu'on coupe la vue, en fait, on ne sait pas, nos sens ne sont pas aiguisés. Parce qu'en fait, la vue conditionne tout de suite les sens, mais quand on ne sait pas, du coup, les sens sont un peu perdus. Et c'est quelque part dommage, mais voilà, c'est comme ça, on passe par la facilité. Ce qui est compliqué aussi dans le spectacle, c'est de choisir le bon spectacle. C'est pas forcément que quelqu'un est un mauvais spectateur, mais certaines personnes sont stressées sur scène.
Et du coup, souvent les réactions de spectateurs sont pas bien. Et du coup, c'est moins bien pour l'effet de numéro. Mais c'est voilà, ça c'est une chose aussi que moi je suis en train d'apprendre. Et ça, parfois je tombe sur des gens qui étaient complètement bourrés. Et du coup, ça, voilà, ça part un petit peu en sucette. Donc maintenant, c'est Nathalie et Nicolas me prévient parfois quand il sert le vin. Hier, il y avait quelqu'un qui m'en est passé moi un deuxième verre. Donc il voulait deux verres déjà. Donc je dis que celui-là, tu le prends pas. Et voilà. Parce que parfois ça se passe vraiment un quart de seconde, du coup je choisis par un regard, du coup quelqu'un m'a l'air sympa, que je pense qu'il pourrait être très bien sur scène, et du coup parfois ça tombe mal. C'est risqué hein, de servir à boire. Hein. Ce spectacle me fait peur. Pourtant j'essaie de jouer que ça ne fait pas peur, mais quand j'entre sur scène, à chaque fois, déjà il y a beaucoup de textes, et du coup il y a beaucoup de choses qui sont basées sur le langage. Il y a des sortes qu'on appelle la magie des doubles réalités, je ne vais pas aller plus loin là-dedans, mais le texte est très, très, très important. Et dans la suggestion des choses. Et parfois, si je me gourre un peu avec les mots, ça peut aussi dévier le numéro ailleurs. Et parfois, il y a des choses qui ne marchent pas. Parce qu'il y a la numérologie, il y a des couleurs, il y a beaucoup de symboles. L'astrologie, oui, sûrement. L'astrologie, j'y crois absolument pas. J'y crois absolument pas. Ma compagne, par exemple, c'est un peu pour son plaisir, en fait. Elle lit pas beaucoup, mais du coup, elle a certaines bases pour dire que ça doit être un livre d'une personne. Et parfois, elle a raison, et parfois pas du tout. Mais souvent, notre cerveau, c'est sélectif. Quand on a raison, on se souvient de ces moments-là, mais en fait, les moments qu'on ne réussit pas, en fait, on l'oublie. Donc, on a l'impression que, principalement, on est bon. Mais voilà. C'est quelque chose que moi je ne crois pas, de inexplicable parfois, et du coup c'est des choses que les gens ils ont envie de croire qu'on pourrait passer un peu cerner la personnalité par ça, mais c'est même pour comment on appelle les horoscopes qui sont passés sur les signes astrologiques. C'est des gens en fait qui écrivent ces choses-là, mais sans voir la personne en fait, donc c'est juste en fait c'est quelque chose de très vague et qui passe à tout le monde. Et c'est donc voilà, après il y a un magicien, c'est un mentaliste anglais qui avait fait une expérience dans plusieurs pays. Il invite 5 personnes et il donne à 5 personnes, donc ils ont une enveloppe où il y a un papier et ils sont numérotés 1 à 5, comme ça il dit que le 1 correspond au premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Il demande que chacun dessine sa main sur un papier, il met un objet de valeur à l'intérieur de l'enveloppe. Après il prend ces enveloppes, il va ailleurs et il va écrire un texte, une sorte d'horoscope pour chacun. Mais aller un peu plus loin, du coup, avoir peut-être des choses de passé, de l'enfance, tout ça. Et donc, il y a des gens, en fait, qui disent que non, ça ne me correspond pas. D'autres disent, il y en a des gens qui sont en pleurs, en fait. Ils disent, mais comment il peut savoir? C'est quasiment 99% de ma vie. Et après, il dit que, écoutez, maintenant, changez les textes. C'est le même texte pour tout le monde.